Bonsoir à tous. Claude Wald donc, est ingénieur central Lyon de 91. Il a été ingénieur d'essai en soufflerie et bassin des Carènes pour le défi français pour l'American Cups en 92 et 95 avec Marc Pajot à La Rochelle. Il a ensuite exercé des fonctions d'aérodynamicien près de Bologne en Italie pour l'équipe F1 de Benetton. Ensuite, responsable d'essai dans les grandes souffleries de l'ONERA à Modane, que beaucoup d'entre vous connaissent. Ensuite, ingénieur soufflerie pour l'équipe de Formule 1 BMW Sauber près de Zurich en Suisse. Et puis responsable de la soufflerie de l'équipe F1 Toro Rosso près d'Oxford en Angleterre. Voilà, maintenant, dorénavant, il est directeur de l'Institut Eurotechnique de Saint-Cyr-l'École, qui est un établissement qui est rattaché au Conservatoire national des arts et métiers. Voilà. Claude Wald, donc je vais lancer l'enregistrement et puis je te laisse la parole. Donc, C'est à toi, Claude Wald. ok, bonjour à tous. Comme on a discuté tout à l'heure avec Patrick, si vous voulez poser des questions, je pense qu'au fur et à mesure, ça sera le plus facile. J'ai fait une présentation de l'IAT dans un ordre un peu chronologique. Je pars de l'historique et puis il y a pas mal de photos pour essayer d'illustrer parce que euh, ça fait 5 ans que maintenant je suis à l'IAT et je découvre tous les jours encore des archives et c'est vraiment passionnant. Et donc je suis remonté de l'histoire pour finir à ce qu'on fait aujourd'hui et puis quelques informations de notre activité actuelle. Donc là, j'en profite pour sur la couverture de la présentation. Donc j'ai mis deux photos de Rafale. À gauche, je pense, je suis pas sûr à 100%, mais que c'est le Rafale Gaudron Renault des années 30, qui est dans la première soufflerie de l'IAT, qui était une soufflerie Eiffel, qui est toujours visible. Et puis à droite, évidemment, c'est le Rafale moderne de Dassault. Aujourd'hui, on travaille toujours avec Dassault. Et donc, il est dans la soufflerie S10. Donc, vous allez voir, en fait, il y a pas mal d'installations sur le site. Donc, j'avance, si j'y arrive. Je suis parti vraiment du début de l'historique. Donc, c'est, je pense, le plus vieux site, en fait, d'essai en aérodynamique de France. Donc, il a été fondé en 1909 et inauguré en 1911. Donc, à l'époque, il était, en fait, sur les terrains d'exercice de l'école militaire de Saint-Cyr-l'École. Aujourd'hui, en fait, l'IAT, on est à la limite de la commune de Saint-Cyr, juste entre les communes de Saint-Cyr, Bois d'Arcy et Montigny-le-Bretonneux. Évidemment, aujourd'hui, on est un peu cerné par l'urbanisme moderne. À l'époque, il était plutôt un peu au milieu des espaces verts, sur un ancien marécage, en fait. Donc l'IAT a été fondé en fait sur une donation d'un privé d'Henri Deutsch de Lamert qui était évidemment un passionné d'aéronautique et qui déjà avait des activités dans le secteur puisque à Bois d'Arcy, je crois qu'il travaillait sur des dirigeables et puis les courses aériennes, je pense, qui étaient aussi organisées dans les Yvelines. Donc sa donation en fait a été faite auprès de l'université de Paris. Donc au démarrage, en fait, l'IAT appartenait à l'Université de Paris. J'ai fait un petit rapide liste du premier conseil d'administration où on avait le recteur, Henri Dodge de Lamert, mais aussi toute une grande liste de grands professeurs de l'époque, de l'aéroclub aussi, de l'automobile club, et puis des grands ingénieurs passionnés d'aéronautique. Donc il y avait Blériot, Eiffel, Surcouf pour les dirigeables, il y avait Voisin. C'était vraiment un peu le cœur de la recherche. C'était le but, c'était la recherche sur tout ce qui était aérodynamique pour la nouvelle, le démarrage en fait de l'aéronautique en France. Donc il y a un dessin de l'époque. On a encore les brochures de l'inauguration. Donc là, c'est la couverture. Et on a à la demande éventuellement
de personnes, je peux fournir la plaquette, évidemment, sous forme PDF. Alors, j'ai fait une petite situation. Alors, c'est un plan de Saint-Cyr de l'époque. Donc, évidemment, il n'y a pas beaucoup de maisons. Euh, on voit l'IAT donc plutôt sur la gauche, sur la route de Bois d'Arcy, entre l'ancienne Nationale 10 qui est parfait Rambouillet. Mais en fait, je voulais aussi ce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais les Yvelines étaient vraiment un peu le berceau de l'aéronautique à l'époque. Et donc, en fait, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Déjà à Satory avec les premières montgolfières et dirigeables, à Villacoublay, évidemment, à Moisson, à Buc, avec Blériot, à Saint-Cyr, il y avait les dirigeables. Donc, Surcouf, et puis une autre fabrication en fait qui a donné en fait la société Zodiac. Donc c'était aussi à Saint-Cyr. À Bois d'Arcy, il y avait les terrains d'entraînement ou d'exercice de Santos Dumont. Donc on était en fait au cœur un peu du développement de l'aéronautique. Et d'ailleurs en fait le long de l'implantation de l'IAT, il y avait en fait une piste à l'époque, un aérodrome. Donc aujourd'hui qui est perdu évidemment au milieu des maisons. Donc c'était des cartes postales d'époque que j'ai retrouvées. Donc après, je vais surtout parler des moyens d'essai en fait. Donc le premier grand moyen d'essai, en fait, le principe qui avait été choisi, c'était en fait de déplacer les objets dans l'air, en fait, comme le font bah, évidemment les avions ou n'importe quel moyen de locomotion. Et donc le tout premier moyen, c'est un chariot électrique en fait qui était actionné par des moteurs à courant continu sur une voie ferrée qui faisait à peu près 1 km 300, donc en direction de Bois d'Arcy. Aujourd'hui, si les gens connaissent, je pense qu'elle allait à peu près jusqu'au Leclerc, en fait, de Bois d'Arcy au-dessus de l'autoroute A12. Et donc, sur ces chariots, donc il y avait plusieurs chariots. J'ai mis deux photos où on voit le chariot sur la voie ferrée, alors avec au fond le bâtiment historique de l'IAT. Et on voit trois personnes autour du chariot. Donc les techniciens étaient montés sur le chariot et les mesures étaient faites embarquées, évidemment, sans moyen électronique à l'époque. Donc c'était des balances avec des masses. On a encore tous les schémas de fabrication des balances, etc. Donc on a vraiment beaucoup d'archives très intéressantes. Il y a une photo en haut à gauche, donc avec carrément un avion en fait sur un des chariots, qui là est en vue devant le hangar en fait à chariot. Et puis en bas à droite, j'ai mis une photo justement de l'atelier chariot qui est en fait une des parties du bâtiment qui plus tard est devenu en fait le souffleur Renault. C'était une partie des bâtiments utilisés par Renault jusqu'il y a encore 2-3 ans. Et puis en haut, évidemment, c'est le plan de l'IAT qui n'a pas tant changé que ça en fait, mais un peu plus développé, disons, qui a un peu plus de bâtiments que sur ce plan-là, évidemment. Mais le bâtiment principal, l'ancienne villa du directeur qui est en haut à gauche, existe toujours, la maison du gardien aussi. Et le deuxième grand moyen d'essai, en fait, c'était un manège. Donc, toujours le même principe de déplacer l'objet, en fait, dans l'air. Donc là, par contre, dans une enceinte fermée, donc pour éviter évidemment les contraintes d'avoir des variations de conditions quand testé à l'extérieur avec le vent, la température, etc. Dans le manège, les conditions sont mieux contrôlées. Par contre, évidemment, au bout d'un certain nombre de tours, on devait finir par rencontrer le propre sillage de l'objet qui a été testé. Euh, Ce manège, en fait, donc c'est le bâtiment circulaire qui est complètement à gauche de la photo en haut qui montre le bâtiment de l'IAT. Donc complètement à gauche, vous voyez un toit circulaire de forme conique. Donc il abrite le manège, en fait. Alors aujourd'hui, ce bâtiment existe toujours, hein, mais le manège n'existe plus à l'intérieur. Euh, il a été dans une première version, alors là, j'ai pas les photos, il a été sans le bassin hydrodynamique en fait. Donc c'était juste un manège aérodynamique avec le même bras qu'on devine sur la photo. Donc c'est un bras en treillis et on voit qu'il y a une maquette type hélice en fait en hauteur. Et par contre en dessous, on voit un système de balance avec accroché en dessous une coque d'hydravion en fait. Donc à partir des années 30, le bassin a été creusé pour faire principalement des tests de coque d'hydravion.
Donc c'est une installation qui a dû fonctionner à- peu après le début de l'IAT. Sur la première photo de la page d'avant, en fait, le bâtiment n'existe pas, donc il n'existait pas à l'origine, mais il a dû être construit dans la fin des années 10 et utilisé probablement jusqu'à peu près la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, ils sont arrivés les premières souffleries. Donc ici, j'ai mis c'est un schéma de l'époque. C'est une soufflerie construite par Eiffel. Et par comparaison, en fait, donc sur la gauche de la planche, en haut, c'est la soufflerie de l'IAT et en bas, c'est la soufflerie du laboratoire Eiffel du 16e arrondissement. Donc pour ceux qui connaissent bien cette soufflerie, c'est à peu près exactement la même soufflerie pour l'entrée d'air et la veine d'essai, sauf qu'à l'IAT, c'est une veine fermée, circulaire de 2 mètres de diamètre. Et laboratoire Eiffel, en fait, c'est une veine ouverte. Mais sinon, les dimensions de la veine d'essai sont les mêmes. Par contre, le diffuseur de la soufflerie de l'IAT est beaucoup plus long. Donc, nous, on a un diffuseur qui fait une trentaine de mètres, en fait, derrière. Et je connais pas exactement les performances de la soufflerie de la Porte d'Auteuil, mais donc, à l'IAT, là, cette soufflerie-là pouvait monter jusqu'à 40 mètres secondes avec cette veine de 2 mètres de diamètre. J'ai retrouvé, alors on a des photos de l'époque, ce sont des photos qui étaient à l'origine sur plaque de verre. Donc on voit la fabrication de la soufflerie, la construction. Euh, sur la photo en bas, donc on voit le moteur avec l'arbre qui va vers l'hélice du ventilateur. Et on voit une partie du diffuseur de l'entrée d'air et de la veine. Il n'y a pas encore en fait il y a comme un petit bâtiment en fait qui a été construit ensuite autour de la veine. Donc vous le verrez sur d'autres photos. Mais là, elle est en construction. La construction avait démarré au tout début de la Première Guerre mondiale. Donc c'est une construction qui a été financée principalement par le ministère de l'Armée euh, et qui a été terminée en fait seulement à la fin de la guerre, enfin ou même après la guerre, puisqu'en fait l'IAT a été réquisitionné pendant la guerre pour servir de casernement. Donc on a aussi des photos en fait de l'IAT sous forme de casernement avec des lits de camp en fait autour de la soufflerie en construction. En haut à droite, la photo, donc c'est l'ancien système électrotechnique donc d'alimentation des souffleries. C'est toujours visible en fait à l'IAT. Donc on a des vieux panneaux en marbre, ce qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'il y a en fait au laboratoire Eiffel dans le 16e, mais il y en a beaucoup plus. Donc toujours cette soufflerie, là j'ai montré, alors c'est une deuxième photo du même avion qui était sur la couverture de la présentation. Euh, donc c'est le Gaudron Renault, le Rafale. Alors c'est une balance qui fonctionnait avec des suspentes par câble. Alors c'est un peu petit sur la présentation sûrement, mais je vous ai mis le schéma de la balance. Donc on a beaucoup d'informations sur les moyens d'essai de l'époque. Donc c'était une balance non pas électronique, mais avec des masses. Et donc la balance elle-même se retrouve en fait au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment de l'IAT. Mais par contre, la veine d'essai, elle est au premier, un niveau premier, mais en fait c'est un bâtiment à part entière, en fait, la soufflerie. Donc les opérateurs de la balance étaient au rez-de-chaussée et l'opérateur du moteur était aussi au rez-de-chaussée. Mais par contre, on pouvait regarder en fait les essais au niveau du premier étage. En fait, c'est un petit bâtiment en 3 étages et au deuxième étage, en fait, tout en haut, on a un petit atelier et aussi des accès veines par le dessus. Voilà, j'ai pas tout. On a beaucoup de photos, hein. J'ai essayé de faire vite, mais c'est vraiment intéressant par rapport à- au système d'expérimentation. Donc cette soufflerie, en fait, elle est toujours existante. On peut encore la voir. Elle est plutôt en très bon état. Malheureusement, elle est dans la partie, j'en parlerai plus tard, du bâtiment qui a brûlé en 2006. Donc elle n'est pas du tout mise en valeur, mais tout est en place. On peut la visiter. D'ailleurs, pendant les journées du patrimoine, en fait, on la montre de l'extérieur sans rentrer à l'intérieur. Et elle était utilisée en fait jusqu'au début des années 2000. Il y avait
un projet de rénovation en fait qui a été prévu et qui était en cours en fait jusqu'à l'incendie en 2006. Donc en fait, elle a été arrêtée telle quelle en disons en cours de rénovation. Donc en fait, le système d'alimentation électrique du moteur, etc., avait été changé. Donc il y avait des nouvelles armoires électriques, etc. Et sinon, j'ai remis alors des photos plutôt des années 20 en haut à droite avec des essais qui ont été faits en sortie du diffuseur derrière le ventilateur. Apparemment, il y avait pas mal d'essais de ce type-là, y compris j'ai vu des photos avec des essais d'éoliennes verticales faites à cet endroit-là. Et puis, plutôt plus, je dirais, classiquement, des photos d'essais faits dans la veine. Donc, il y a un moteur à hélice, ça c'est une vraie photo d'époque. Et puis là, à gauche, c'est un corps de référence en fait qui est testé, mais là c'est une photo plutôt récente, je pense des années 90. N'hésitez pas à poser des questions hein, parce que j'ai j'ai pas de retour, donc je continue. La deuxième installation en fait qui a été construite dans les années 20, toujours sous financement militaire en fait. En fait, entre la Première Guerre mondiale, la fin des années 10 et 1933, en fait, l'IAT était en fait plutôt sous tutelle de l'armée de l'air. Et malgré qu'il appartenait, le foncier appartenait à l'université, mais en fait, la direction était faite plutôt par l'armée de l'air. Donc, toutes les installations, en fait, étaient vraiment à but d'essais aéronautiques plutôt militaires. C'était un peu l'ancêtre, en fait, finalement, de l'ONERA. Et là, c'est une vue du grand hall, en fait, du bâtiment principal prise dans les années 20. Donc, au premier plan, en fait, on voit la soufflerie qui s'appelait soufflerie Le Large, donc qui était la première soufflerie à circuit fermé de l'IAT. Et au fond à droite, c'est la soufflerie S1, donc la soufflerie FL. Et après, au fond du hall, on voit d'autres installations. Donc, j'ai mis le schéma de cette soufflerie. Donc, c'était une petite soufflerie, donc une veine de 1,45 m par 1,45 m, mais qui faisait quand même une vitesse de jusqu'à 40 mètres secondes. La veine était soit complètement ouverte, en fait, soit semi-ouverte avec un plancher. Et elle a été pas mal utilisée, en fait, dès le début aussi par les moyens de locomotion terrestre, comme les trains ou les voitures. Voilà, elle est représentée avec un avion. Mais j'ai retrouvé pas mal de photos d'essais de voitures aussi dès les années 20 ou 30. Et d'ailleurs, j'ai mis quelques photos. Ensuite, à partir, je pense, des années 70, elle a été surtout utilisée par Renault, en fait. Donc, en haut à gauche, c'est une maquette de train. Euh, donc, on reconnaît les parois de la fin de la veine d'essai du diffuseur avec les trous. Donc, c'est bien fait dans la soufflerie le large. J'étais pas tout à fait sûr. Donc, on voit qu'il y avait même un essai avec fumigène qui sortait de la locomotive. Alors, ça, c'est aussi très intéressant en haut à droite. On voit un essai de voiture. Alors, je ne saurais pas dire quelle est cette voiture, si c'est un modèle Renault, pour des records de vitesse, probablement. Mais alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y avait déjà un tapis roulant automobile, ce qui s'est perdu en fait à l'IAT après dans les années 80-90. Mais dès les années 30, il y avait un tapis roulant. Euh, et après, en bas, donc c'est des modèles Renault. Donc là, on reconnaît la R5. Donc c'est une photo plutôt des années 70 ou même 60-70 avec une maquette en bois. Et puis là, c'est un proto plutôt concept car. Je pense que c'est un modèle des années 90, toujours dans la même soufflerie, donc un peu relooké, peinture années 70 Renault orange, comme pas mal des installations ici. Et ensuite, donc, je passe à une troisième soufflerie
Donc c'est vraiment un centre d'essai qui a été beaucoup développé, toujours avec des investissements militaires jusqu'aux années 70. Donc la deuxième soufflerie type Eiffel qui s'appelle S2, je ne sais pas pourquoi la soufflerie L'Horloge n'avait pas pris une numérotation qui suivait les autres. Donc celle-ci s'appelle S2. Elle est un peu plus, elle n'est pas beaucoup plus grande que la S1 en fait en niveau veine, mais par contre c'est une veine rectangulaire, donc de 1,80 m par 2,20 m. Par contre, elle est un peu plus puissante et donc il y a une vitesse maxi de 55 mètres secondes. Et une balance qui est du même principe, en fait, qui est sous le plancher. Donc, qui est pareil à l'époque aussi, n'était pas électronique, donc avec des systèmes de masse. Et donc, elle était opérée par le dessous. Donc, quand l'opérateur de la balance était en fait au niveau du rez-de-chaussée, la veine se retrouve au premier étage, en fait, du bâtiment. Donc, c'est un peu le même principe que la S1. On a un petit bâtiment, en fait, qui est en béton qui englobe en fait la veine d'essai et tout ce qui est moteur, etc. Donc là, on a... Claude Wall, je t'interromps. Il y a Jean-Jacques Offray qui voudrait poser une question là. Jean-Jacques, Ah, on te laisse la parole, Jean-Jacques. Oui, c'est une petite question relative à la planche d'avant, là. À quoi servait le tapis roulant? en fait, c'est pour simuler. Oui, pardon, je suis un peu. Je parle, je parle vite en tant que spécialiste de soufflerie, peut-être. Donc aujourd'hui, quasiment toutes les souffleries automobiles, en fait, ont un sol défilant ou un tapis roulant pour simuler en fait une auto qui se déplacerait dans un air complètement immobile. Et donc dans la soufflerie, évidemment, on fait l'inverse. On a la voiture immobile et l'air qui bouge. Et en fait, au niveau du sol, si on n'a pas de tapis roulant, en fait, on a au niveau du sol, on appelle ça une couche limite, une petite pellicule d'air en fait qui s'arrête au contact de la paroi. Et donc en fait, on n'a pas un profil de vitesse qui est parfaitement vertical, identique entre le sol et, disons la partie centrale de la veine d'essai. Et en fait, tout ce qui est automobile ou qui se déplace près du sol, il y a beaucoup d'effets d'interaction en fait entre la proximité du sol et le dessous, par exemple, des véhicules. Et alors encore plus si on parle par exemple des voitures de sport qui utilisent beaucoup cet effet, qui s'appelle effet de sol justement. Et, euh, et donc pour avoir les meilleures conditions aérodynamiques qui représentent un écoulement vraiment le plus similaire possible à une voiture qui se déplacerait sur un sol, mais avec un air immobile, et ben en fait, on déplace le sol à la même vitesse que le vent. Ok. Et donc, c'est ce principe du tapis roulant qui est aujourd'hui, qui est obligatoire d'ailleurs dans les souffleries pour les autos commerciales. Maintenant, il y a des normes qui imposent en fait de mesurer les CX ou les SCX des automobiles avec des tapis roulants. Et en sport automobile, évidemment, c'est très crucial la partie de l'aérodynamique qui est sous la voiture. Et donc, si on n'a pas des conditions similaires à ce qui se passe dans la réalité, on fausse beaucoup les mesures, en fait. Il y a un facteur d'échelle à respecter aussi. Je présume que c'est pas la vitesse réelle de la voiture. Non, alors là, après, on retombe sur d'autres problèmes, je dirais, de l'expérimentation aérodynamique. C'est que eh ben, il y a plusieurs phénomènes qui varient en fonction de différents paramètres on appelle ça des paramètres de similitude. Donc, le nombre de Reynolds, par exemple, qui est beaucoup lié au frottement et à la vitesse et au décollement, justement. Et par exemple, le nombre de Mach pour la vitesse, qui joue lui plus pour les avions, pour les problèmes de compressibilité. Après, si on part dans l'instationnaire, il peut y avoir les nombres de Strouhal, etc. Et donc pour l'automobile, ce qui compte beaucoup, c'est le nombre de Reynolds, en fait, pour avoir des écoulements qui sont plutôt turbulents, parce que dans la réalité, vu la taille des objets et la vitesse de déplacement, on est plutôt dans des écoulements turbulents. Et donc si on est trop petit, en fait, on compense en allant plus vite. Mais les limites techniques dans les souffleries, en général, ne permettent pas d'aller à la vitesse euh, qui permet de conserver le nombre de Reynolds. Donc après, il faut faire attention dans la façon dont on analyse les résultats. Il y a aussi des petits trucs pour changer justement les caractéristiques de l'écoulement en forçant en fait les transitions entre laminaire et turbulent, par exemple. Ok, Une merci. question qui est posée par André Morin. Là, je te laisse la parole, André.
Oui, je suis pas un grand spécialiste des souffleries, mais j'ai été surpris dans la soufflerie précédente d'avoir les virages en demi-cercle. Oui, Souvent, c'est des déflecteurs, enfin, c'est des formes en plan quasiment rectangulaires, oui. avec des réorientations du flux par des dispositifs aux angles. Est-ce que c'est meilleur, ça, au point de vue de la qualité de l'écoulement, ou bien est-ce que ce qu'on fait d'habitude, il me semble, c'est meilleur? Eh ben, alors là, c'est vrai que c'est très rare. Il n'y a pas beaucoup de souffleries comme ça. Oui. Ah Euh, bon? A priori, on pourrait penser que c'est meilleur parce que en fait, bah, les angles, etc., ça va tout de suite faire des singularités dans l'écoulement et puis faire des gros décrochages. Euh, mais aussi, on s'aperçoit que dans le virage, il y a un problème de distance et de longueur et de vitesse. Donc, Eh bien oui, c'est pour ça que j'avais l'impression que c'était plutôt Euh, par euh, intuition. et, et en J'aurais- plus, elle a pas beaucoup de contractions. En fait, pour pallier à ces problèmes-là, en fait, bah après, on verra sur les souffleries suivantes. Ou par exemple, je reviens sur la soufflerie S2 parce que celle-là, elle a une bonne contraction. En fait, l'entrée d'air, alors si on regarde le schéma, l'entrée d'air est à droite et le moteur est à gauche du schéma et donc il aspire l'air. La veine étant au milieu, là où il y a les espèces de panneaux avec des striures verticales. Et là, on voit que l'air, je dirais, peu importe à l'entrée un peu l'uniformisation de l'écoulement, parce qu'en fait, il est très très lent en fait. Parce qu'en fait, bah, il y a la conservation du débit qui se fait. Donc, en fait, en général, on appelle ça même la chambre de tranquillisation. En amont de la veine d'essai, en fait, on a la partie la plus large en fait, de la soufflerie. Et ensuite, on contracte en fait l'écoulement et donc il va s'accélérer. Mais en fait, en même temps, du fait qu'il soit très lent en amont, bah, il va s'uniformiser pardon, naturellement en fait. Mais on utilise ce système de contraction en fait pour corriger un peu tous les défauts qui auraient été amenés. Alors sur ce type de soufflerie où il n'y a pas de retour, il n'y avait pas tellement de l'air et au repos devant, donc il y a pas de souci. Mais effectivement, dans une soufflerie à retour, en amont de la veine d'essai, on a tous les virages avec les aubages, etc. On a pas mal de tourbillons, de gros décollements sur les parois, etc., qui peuvent faire que l'air est plutôt turbulent et pas très uniforme dans une section. En fait, en le ralentissant et après en le réaccélérant, on uniformise en fait l'écoulement. Et c'est vrai que sur la soufflerie le large, en fait, je reviens un peu en arrière, et ben il n'y a pas tellement de contraction. Donc aujourd'hui, elle a brûlé. Malheureusement, elle n'existe plus. Il y a des rapports, il faudrait s'y pencher dessus, mais là, c'est un travail d'archéologue de l'expérimentation aérodynamique. Il y a sûrement des gens qui savent encore, qui l'ont utilisé probablement. Je ne sais pas si Patrick, tu l'as utilisé quand Et je tu l'ai utilisé de nombreuses fois et de nombreuses heures, oui. ne sais pas du tout comment étaient ses caractéristiques, effectivement. Ouais. Le profil de vitesse dans la veine était très satisfaisant, oui. D'accord. Ouais, donc c'était plutôt, ça fonctionnait apparemment. Mais c'est vrai que a priori, surtout derrière, on voit que c'était des espèces de canaux en fait. Donc l'air évidemment à l'extérieur mettait plus de temps pour faire le virage, donc devait plus ou moins accélérer. D'où peut-être le fait que c'était cloisonné pour des histoires de différence de pression dans le virage en fait. Oui. Enfin, c'est une soufflerie assez particulière. C'est vrai que je pense que c'est pour des commodités de fabrication. Aujourd'hui, les souffleries sont plutôt rectangulaires, mais il y en a peu comme ça. Est-ce que on peut passer à la question suivante? Il y a Gérard Laruelle qui souhaiterait poser une question également. Juste pour poursuivre sur la soufflerie S2, là, je suis un peu... Non, pardon, la précédente, là. Le C'est large. vrai qu'elle n'a pas de collecteur, elle n'a pas de diffuseur, elle est un peu Ouais, bizarre, hein. ouais, c'est Bon, étonnant. enfin, si Patrick, tu dis que ça marche bien, bah, c'est merveilleux. Ouais. Mais c'est pas habituel. Ouais, en fait, cette soufflerie a été très longtemps utilisée par Renault et également par la chaire d'aérodynamique du Conservatoire national des arts et métiers, à la fois pour des actions de recherche et d'enseignement. Et pour Renault, particulièrement pour bah, des études très amont effectuées sur les véhicules automobiles.
Mais ça a peut-être été une soufflerie, je dirais, à bas coût, hein. C'est peut-être ça, en fait, simplement. Et c'est une soufflerie effectivement qui était pas très onéreuse. Ouais. Après, c'était quand même une soufflerie des années 20, je pense, puisque là, en fait, on voit que sur l'image, il n'y a pas encore la soufflerie S2 qui a été construite en 1936, donc c'est probablement une soufflerie des années 20. C'était déjà grand à l'époque, parce que je pense que la soufflerie S1, à l'époque, devait être enfin, c'est même sûr, elle était la plus grosse soufflerie en France avant que celle de Meudon soit construite. Donc, c'était quand même des grosses souffleries, malgré tout, je pense. Ouais, ma question, ça concerne le passage de S1 à S2. Vous dites que S1 a été construite là avec Eiffel et en fait, on voit très bien la différence entre la soufflerie de la rue Boileau là, à Paris d'Eiffel où il a rajouté un énorme diffuseur Ouais, par rapport à la soufflerie qu'il y avait sous la tour Eiffel, hein, avec des brevets qui pour montrer que ça marchait bien mieux. Donc on voit l'activité, la soufflerie S1 résulte tout à fait dans ce sens-là. ouais, Puis avec quand on un passe à la... encore plus grand, en fait, ouais. Oui, bon, bah, ça va tout à fait dans le bon sens. On sent qu'il y a du FL derrière. Par contre, c'est bizarre, la soufflerie S2, Je suis d'accord. elle se retrouve avec un diffuseur qui est minuscule. Oui. Par contre, il y a beaucoup plus de contractions. Alors, Oui, mais la contraction, c'est pour assurer la qualité de l'air dans le moment à l'entrée, donc ça, c'est très bien. Mais c'est bizarre parce qu'il explique que dans la construction de la soufflerie Eiffel de la rue Boileau, c'est qu'en mettant le diffuseur, ça lui permet de gagner beaucoup de vitesse, hein, avec un moteur à une puissance donnée. alors Or là, je sais pas ce qui a conduit à ce et- concept sur ou la alors S2. c'est des contraintes de longueur de la soufflerie, ou j'en sais Je rien. pense que c'est probablement, si je reviens en arrière sur la photo, en fait, la S2, elle est construite alors, en parallèle de la S1, en fait. Par contre, elle est tête bêche. Alors là, sur la photo, elle n'existe pas encore, mais en fait, le hall, il est pas, ils n'ont pas agrandi le hall. Donc en fait, effectivement, ils n'avaient pas la même longueur disponible que pour la Ouais. soufflerie S1. Donc c'est peut-être ça la raison. Parce que Et- sinon, c'est bizarre d'avoir un diffuseur si court. ouais, effectivement, ouais. Je pense Parce que que c'est vraiment le contraire de ce que disait Eiffel avant. oui, c'est vrai. Après, je connais pas le constructeur. Est-ce que c'était un concept IAT probablement, comme les autres, les souffleries qui ont suivi en fait? Sinon, entre la soufflerie S1 et puis la soufflerie de la rue Boileau, il y a une différence, c'est qu'il y en a un que le moteur, chez vous, il est au centre de la veine, alors que rue Boileau, le moteur, il est à côté. C'est une courroie qui fait tourner l'hélice. Effectivement, là, alors on le voit bien sur la photo en construction. Bon, le moteur est même derrière le diffuseur en fait. Oui, il est en bas, il est par terre, il est en bas, au niveau Ah, du sur la rue Boileau, ventilateur, mais par terre. oui, alors que oui, à Alors l'IAT, que il est axial, votre c'est moteur, directement. un arbre droit et le vent souffle sur le moteur. Ouais. Et en fait, sur la photo en construction, il y a une petite partie du diffuseur en bois à la fin là, qui n'est pas sur la photo, qui n'était pas faite encore. Et c'est la seule partie qui est un petit peu abîmée suite à l'incendie. Le bois a un peu brûlé. Ah oui, là, on voit la partie en bois sur le montage d'essai qui est en sortie de diffuseur. Merci. Je reviens. Alors à l'AS2, j'ai mis. Ah oui, non, bah, j'avais mis que ces photos-là. Mais cette ES2, elle est quand même un peu plus compliquée que ça, parce que je vois que la veine est rectangulaire. Oui, La zone d'essai, pardon, est rectangulaire, alors que forcément, du côté de l'entrée, je suppose que c'est circulaire. ben, non, l'entrée d'air est rectangulaire aussi. C'est donc à la sortie que ça devient Oui. cylindrique. Ah oui, d'accord, pardon. Je pense qu'on voit, c'est au niveau du schéma, on voit juste avant le ventilateur, on a des variations de section assez, Ah oui, ouais, ouais, oui, assez les régulières. les deux planches, c'est pas le même. On voit que c'est pas le même dessin. Oui. Ok. Ouais, c'est un passage en fait rectangulaire à carré, quoi. Ah, c'est circulaire, pardon. Alors j'avance, alors toujours un peu là, c'était vraiment, on était toujours plutôt type aéronautique.
et militaire aussi, puisque ça, c'est encore un investissement DGA, enfin aujourd'hui DGA, mais au ministère de l'Armée. Donc à partir des années 50, en fait, donc il y a eu des développements de soufflerie d'abord sonique et puis supersonique à l'IAT. Et donc il y a eu plusieurs phases de développement. Et par contre, chaque nouvelle phase a remplacé en fait l'ancienne installation. Donc aujourd'hui, en fait, sur le site, n'existe plus que la dernière version en fait qui s'appelait Sigma 4, donc qui avait été faite dans les années 60, en 1960, et puis une veine qui utilise en fait le même la même puissance, disons, et le même diffuseur qui s'appelle Sigma 4B, qui a été faite dans les années 70. Donc l'installation complète est encore visible sur le site aujourd'hui, mais elle est arrêtée depuis 2005 en fait. Et donc elle a été beaucoup exploitée pour tout ce qui est aéronautique, donc militaire, donc beaucoup par Dassault, MBDA, enfin Matra à l'époque. Euh, on a encore pas mal de montages, de petites maquettes IAT, beaucoup de documentation, puisque là, il y avait déjà beaucoup plus de rapports, etc. Donc, les grosses parties des archives, aujourd'hui, est constituée des essais qui ont été faits dans les installations supersoniques. Euh, la particularité, alors j'ai mis le schéma de la soufflerie. Donc là, l'entrée d'air est à gauche et la fin du diffuseur et la sortie, disons, est à droite. Donc c'est une soufflerie à rafale. J'ai pas noté le temps de rafale. De tête, je saurais pas dire en fait. Donc dans l'installation principale Sigma 4, en fait, donc la veine fait 85 par 85. Donc en taille, c'est très similaire à la soufflerie S3 de Modane en fait, pour ceux qui connaissent. Par contre, elle fonctionne pas que à l'air comprimé comme un Modane, mais aussi à vapeur d'eau en fait. Il y a des trompes en fait qui injectent de la vapeur d'eau dans le diffuseur. On voit deux réservoirs qui sont schématisés. Donc en amont en fait, on a une entrée d'air et on a un sécheur aussi. Ensuite, on a le système de colle et de souris. Donc, c'était une soufflerie à Mach variable avec un système de souris. Donc, on pouvait tester entre Mach 0,4 et Mach 2,7 sans changer les colles ou la veine d'essai, comme c'est le cas, par exemple, de la S3 Modane. Donc, on pouvait tester en continu, en fait, différents nombres de Mach. Et l'aspiration a été créée par une injection de vapeur d'eau à l'arrière. Donc c'est pour ça qu'en fait le diffuseur termine dans cet énorme silo en fait qui est le récupérateur d'eau. Et j'ai mis une photo. Alors moi j'ai malheureusement pas connu ça, mais les essais quand les essais s'enchaînaient, donc il y avait un nuage, un panache de vapeur d'eau qui sortait du silo, qui pouvait jusqu'à rendre la circulation sur la route compliquée à côté, il paraît. On voit sur la photo en bas à droite aussi, Surtout quand il gelait, il paraît que c'était impraticable. c'est ce que ça devait givrer, effectivement. Ouais. On voit en fait, ces espèces de silos, évidemment, sous pression pour la vapeur d'eau, qui sont au-dessus du diffuseur, en fait, de la soufflerie. Donc, c'est une installation, en fait, qui avait été cofinancée, mais beaucoup des éléments, enfin, principalement tout ce qui est, en fait, veine d'essai, diffuseur, etc., est à l'inventaire de la DGA. Et finalement, aujourd'hui, il a été décidé par la DGA de prendre à son compte le démantèlement de toute l'installation et donc de rendre au CNAM le terrain nu et dépollué. Je ne sais pas encore quand ça sera fait, mais c'est peut-être qu'une question de mois aujourd'hui. Claude Wald, il y a Mathieu Bescon là qui souhaite poser une question. Je te laisse la parole, Mathieu. Oui, bonjour. Je voulais connaître les valeurs, enfin, si vous les avez, hein, des pressions totales et température totale max, parce que je vois qu'il y a un générateur d'air chaud. Ça marche comment? C'est électrique? Alors j'ai pas encore assez étudié l'installation enfin, qui est arrêtée depuis 20 ans maintenant. D'accord. Euh, oui, ici, à l'IAT, en fait, générateur d'air chaud, je pense que c'est électrique.
Le sécheur est électrique, c'était à billes d'alumine. D'accord, Par contre, le système de génération de vapeur d'eau, lui, c'était une chaudière à fioul. d'accord, d'accord. Par contre, je pourrais pas vous dire les pressions, etc. de fonctionnement. Euh, il y a, à ma connaissance, il n'y a pas de partie en dépression sur la soufflerie Sigma 4. Enfin, Ouais, on ça peut va pas être, jouer sur la pression de l'air. ça va être l'éjecteur qui va mettre en Oui, dépression et le col qui va mettre parce que c'est quoi? C'est des réservoirs sous pression à l'amont? Oui, et quelle pression? Ils sont à mais quelle pression? pas sur la Sigma 4, je crois, hein. En fait, je vais passer tout de suite à l'autre veine en fait, qui s'appelle Sigma D'accord, 4. ok. Et celle-ci, effectivement, fonctionnait avec des réservoirs d'air comprimé. Donc, ça, D'accord. c'est une deuxième veine, alors qui est un peu plus petite, qui faisait 0,5 par 0,5 mètres, qui a été construite en fait en parallèle de l'autre installation, et donc qui récupère en fait la partie diffuseur et la partie, disons, injection de vapeur d'eau dans le diffuseur. Et par contre, elle n'était pas alimentée donc comme l'autre, mais avec juste l'air extérieur. Mais par contre, était alimentée avec de l'air comprimé. Et Donc ça là montait aussi, à... sur le site, Oui. on avait des grosses capacités de compression d'air, mais évidemment tout électrique. Et Donc il y a des, pareil, là-dessus, vous n'avez pas de température. Ah non, ça monte. C'est pas chauffé, c'est pas de l'air chauffé, là. bah visiblement non, ouais. D'accord. Et si ça vous intéresse, je pense que je peux trouver les documents, tous vraiment les fonctionnements de l'installation. D'accord. Bah, oui, pourquoi pas, je suis preneur. Il me semble que donc au niveau historique, en fait, l'installation a été arrêtée parce que comme il y a beaucoup de choses sous pression, il y avait beaucoup de matériel à maintenir, à tester, mise en épreuve, etc. Et ni la DGA ni le CNAM n'ont voulu investir. Et en face, j'ai cru comprendre que les constructeurs, plutôt utilisateurs, qui étaient Dassault, MBDA, n'avaient pas non plus un plan de charge vraiment important. Et donc, il a été pris la décision d'arrêter l'installation. Et côté DGA, ça coïncidait, je pense, avec le souhait plutôt de se concentrer sur Modane, en fait. Et l'installation a été prévue à un moment pour être déménagée à l'ISL, je crois, en Alsace. Et puis finalement, vu l'ampleur de l'installation, elle est restée à Saint-Cyr. Et malheureusement, aujourd'hui, 20 ans après, elle n'a pas bougé, mais donc toutes les parties en acier, etc., sont un peu oxydées, évidemment. Et après, évidemment, tout le système, beaucoup de systèmes sont obsolètes au niveau électronique. C'était déjà ancien, parce qu'il y avait beaucoup de parties des années 70. Ouais. J'ai regardé Claude Wall là sur les documents là que j'ai là de l'IAT. Et la durée de chaque essai évolue entre 40 secondes et 1 minute hein, au niveau des rapports. D'accord. Ok. Et, et le courant d'air est stabilisé par le mouvement de la souris en cours de rafale ou bien Eh ben, alors la Sigma 4, oui, je crois que en fait, on pouvait tester à différents Mac en continu. Et, je sais pas pour la partie 4B. Alors la est Sigma, chargé de Mach pendant la rafale. oui, D'accord. Parce qu'il y avait en plus, il fallait stabiliser la oui, condition en ouais. V. Ouais. Alors là, je crois qu'il y a encore une personne à l'IAT qui a participé à des essais. Faudra que je lui demande. Ah J'ai oui. pas enquêté suffisamment sur l'installation. C'est Mais c'était ce que j'ai retenu, c'était qu'effectivement, dans ces spécifications, c'était le gros avantage de l'installation, c'était le Mach variable en continu pendant l'essai. Et donc là, c'était une veine, évidemment, j'ai pas dit, mais c'était une veine pour les plus hautes vitesses, quoi, donc jusqu'à Mach 5. Ah oui, de 8 à 5, oui. Donc cette installation, donc elle est encore visible aujourd'hui, mais probablement plus pour très longtemps, avec des parties quand même qui sont en mauvais état. Et donc, en général, on la fait pas visiter, mais éventuellement, c'est visitable. Ouais.
Mais à Max 5, il doit y avoir un chauffage, hein. Non, Alors, est-ce que c'était au niveau de l'air comprimé? Il y a pas... Sur on ce schéma, en tout cas, on voit pas bien. Ouais. on voit pas, mais Là, il n'y a pas l'air en tout cas, mais je pense que ça parce doit que dépendre des endroits, hein. R2CH, des Mac 3, on chauffait déjà. D'accord. Mais oui, je crois que l'ISL, j'avais discuté avec eux, ils m'avaient dit que effectivement au-delà de Mac, ouais c'est ça, c'est au-delà de Mac 3, ils étaient obligés, ils pouvaient pas aller beaucoup plus haut parce que il y avait de la liquéfaction de gaz. Si le gaz n'était pas chauffé en amont. D'accord. Et Pardonnez la parole à Caudal. ouais. J'avance. Donc, j'ai mis quelques photos des deux veines avec des maquettes bah, de Rafale. Il y a un Mirage 2000 en bas, je crois. C'est un booster de Ariane euh, sur la photo en haut à droite. Et puis, et puis une dernière installation que j'avais classée dans les anciennes installations, une première soufflerie, parce que c'est en fait l'idée c'était que toutes ces installations bah, aujourd'hui sont plus utilisées. Donc c'est le souffleur industriel Renault, donc qui a été construit en 68 dans l'ancien hangar des chariots en fait. Et donc Patrick le connaît sûrement beaucoup mieux que moi puisqu'aujourd'hui il n'existe plus du tout. Et donc j'ai retrouvé des photos grâce aux archives Renault. Donc on voit une maquette de la Clio, ça doit être la Clio 2, avec un technicien qui est en train de l'instrumenter en pression. Et puis la F1 Renault, donc ça ça doit être la RE30 de 80 ou 81, 81 je pense. Donc c'était le souffleur, je ne sais pas jusqu'à quelle époque il a existé, mais aujourd'hui il est complètement été démantelé, il ne reste plus rien. Alors là, je passe malheureusement à un peu une période sombre de l'IAT. C'est l'incendie. Donc en 2006, il y a eu un feu électrique en fait dans cette soufflerie continue Le Large pendant la nuit, je crois du vendredi au samedi. Et en fait, c'est toujours le cas aujourd'hui. Il n'y a aucune alarme incendie sur le site. Et j'ai cru comprendre qu'en fait, alors les gens ont commencé à voir le panache de fumée. Donc le feu a pu se développer très longtemps avant que quelqu'un ait pu s'apercevoir qu'il y avait un incendie. Et c'est surtout en fait le panache de fumée, donc c'était déjà très tard, qui a déclenché l'alerte. Et Il après, je répétait crois pour que Notre-Dame. Il répétait pour Notre-Dame. bah exactement. Depuis que j'ai vu que Notre-Dame avait réussi à récupérer 1 milliard, c'est dommage que l'IAT n'ait rien eu. Mais bon, on n'a pas réussi à l'époque à faire de la communication, je pense, là-dessus. Je crois que c'est les alarmes intrusion, anti-intrusion de Renault qui louaient des locaux juste à côté qui se sont déclenchés, mais bien après le début de l'incendie. Et donc, en fait, donc ça s'est passé dans le grand hall en fait, du bâtiment principal, vraiment bah, au niveau de la soufflerie Le Large. Donc, heureusement, au final, ça n'a pas vraiment touché la soufflerie S1, parce qu'entre-temps, en fait, ils avaient construit ce mur qu'on voit sur la photo en bas à droite. Il y a un mur, en fait, qui sépare le hall en deux maintenant. Et donc, qui permettait, en fait, de cloisonner un peu la soufflerie S1 et la soufflerie S2. Et la soufflerie Le Large, elle était au bout du diffuseur de la S2, mais comme la soufflerie S2 est en béton et qu'elle n'a pas de diffuseur vraiment en fait, elle n'a pas non plus, elle est quasiment intacte en fait elle. Et la S1 est un peu plus, elle a des petits dommages en fait sur la fin du diffuseur qui était en bois. À cause de la température, le bois a fini par brûler. Et aussi, il y avait des parties en verrière qui ont été abîmées en fait par l'eau qui a ruisselé quand les pompiers ont arrosé. Euh, donc les plus gros dommages, donc c'était la soufflerie Le Large, donc elle a été complètement démontée et évacuée. Il y avait vraiment plus rien. On voit la tôle était complètement tordue. Et puis la charpente en fait du bâtiment aussi s'est un peu déformée et toute la verrière qui était au sommet en fait s'est écroulée. Donc la partie sud en fait de la toiture, alors là
Bah, j'ai pas mis de photo de maintenant d'ailleurs, j'aurais pu. Donc toute la partie verrière et la partie sud de la toiture aujourd'hui est en tôle en fait. C'était une solution provisoire, mais qui est toujours là depuis 20 ans maintenant. Euh, et dans le grand hall, en fait, bah, on a les deux souffleries, mais qui sont plus utilisées, donc la S1 et la S2. Mais par contre, toujours visibles et a priori en état de marche. Mais elles n'ont jamais refonctionné depuis 2006. Et donc sur la photo en bas à gauche, donc on voit le bâtiment de l'IAT, mais tel qu'il était à l'époque, il est toujours comme ça. Donc la partie basse en fait du grand hall, ce sont des salles de TP, en fait des chairs du CNAM. Les deux tours, alors là on voit que la tour sud, mais il y a la tour nord à son opposé qui sont des bureaux en fait. Et puis le grand hall où il y avait les souffleries. Alors là, c'est une partie plus moderne, donc c'est où on en est aujourd'hui. Donc depuis les années 30, en fait, l'IAT a été rattaché au CNAM. Euh, Évidemment, des années 30 aux années 70, en fait, l'armée ou la DGA a toujours été très active avec l'IAT dans les investissements, puisque les souffleries S2 et les souffleries supersoniques sont des investissements militaires. Mais à partir des années 30, en fait, le CNAM est rattaché, pardon, l'IAT est rattaché au CNAM. Alors aujourd'hui, on est rattaché en fait à la direction de la recherche du CNAM. On est compté comme un des laboratoires du CNAM. Et puis, en fait, on a quand même une grosse collaboration assez régulière. En tout cas, surtout sur des projets qui sont des projets plutôt recherche. Donc, avec le laboratoire de mécanique du CNAM qui est lui à Paris, le laboratoire qui s'appelle DINFluid, en fait, qui est un labo CNAM et NSAM, qui est spécialisé en simulation numérique. Il y a le LIFC aussi, qui avait aussi une salle d'expérimentation sur le site de l'IAT, mais aujourd'hui qui a déménagé Place d'Italie à l'ENSAM. Donc, ils s'occupent plutôt tout ce qui est système avec turbine, etc. Et donc, ils ont aussi la petite soufflerie de l'ENSAM aussi qui appartient à ce labo. Euh, on travaille aussi, par exemple, avec le LAF7, qui est un laboratoire de froid industriel du CNAM et qui nous intéresse sur certains projets, puisqu'on a la soufflerie aérothermique. Euh, Sinon, j'avais noté aussi, donc on fait partie des instituts Carnot. Alors, c'est les groupements de laboratoires publics. Donc, nous, on est rattaché au Carnot qui dépend de l'ENSAM. Donc, il y avait beaucoup de collaborations CNAM-ENSAM, évidemment. C'est plus trop le cas actuellement, mais bon, on fait toujours partie du Carnot. Mais il y a aussi l'ONERA, je pense, de Lille, qui fait partie de ce Carnot-là. Il y a plusieurs souffleries dans ce Carnot. Euh, donc, via les Carnots, etc., donc on donne droit aussi au crédit impôt recherche. Et aussi, donc j'ai noté aussi que sur plusieurs projets de recherche aujourd'hui, on est pas mal associé avec l'école polytechnique, le labo LADIX, surtout en sport en fait au haut niveau, pour les JO et puis pour la suite. On travaille pas mal aussi avec Prism à Orléans qui a les deux souffleries basse vitesse, soufflerie Malavar. Et on est associé aussi avec le NS Lyon pour toujours des problèmes d'aérodynamique en sport de haut niveau aussi. Et donc aujourd'hui, donc disons le but de l'IAT, c'est un peu toujours le même, mais bon, évidemment, les domaines se sont plus diversifiés. Donc on fait de l'aéro expérimental, principalement donc des prestations pour des ingénieurs, des entreprises. Ça va des grands groupes internationaux, à des entreprises plutôt de taille moyenne, voire des startups. Il y a beaucoup de startups aujourd'hui, par exemple, dans le domaine de la propulsion éolienne, donc par le vent pour la marine marchande. Donc on a vraiment tout type d'entreprise. Et puis des fois, comme je disais tout à l'heure, on est associé aussi sur des projets de recherche, par exemple, avec d'autres labos. Euh,
mais c'est surtout, disons, je dirais à 70% de la prestation et puis 30% de la recherche. Bon, c'est quand même de la recherche appliquée qu'on fait à l'IAT. Et les domaines, bah, évidemment, ça c'est. Alors, historiquement, l'IAT est passé de l'aéronautique à beaucoup d'automobiles à partir des années 70. Alors, je ne l'ai pas présenté encore, mais parce que ça arrive après avec les installations qu'on utilise toujours. Euh, et donc, jusqu'à 2005, en fait, toute l'aérodynamique automobile, donc Renault, PSA, Citroën, etc., était faite à l'IAT dans deux souffleries auto. Et puis les normes ont évolué. Donc, comme on parlait tout à l'heure des tapis roulants, justement, les normes ont imposé des tapis roulants et donc les souffleries auto de l'IAT se sont retrouvées ne plus répondre à ces normes. Et donc, il y a eu des projets de construction d'une nouvelle soufflerie sur le site de l'IAT. Et puis finalement, c'est un. Alors, je connais pas exactement l'historique du choix, mais à mon sens, ce qui est stratégique pour les constructeurs, c'est qu'aujourd'hui, la nouvelle soufflerie aéro-auto qui fait aussi acoustique et donc gérée par un GIE en fait, Renault, Stellantis et le CNAM, puisqu'en fait elle est toujours sur le site de l'IAT en fait, mais étant donné que c'est un GIE indépendant, en fait le site est cloisonné disons, et donc il n'est pas du tout géré par l'IAT. Et donc la nouvelle soufflerie qui s'appelle S2A et qui a aussi une petite soufflerie aussi de cinquième accolé, donc n'appartient pas à l'IAT. Et donc toute l'aérodynamique en fait automobile, toute l'activité aérodynamique à partir de 2005, évidemment a migré vers le GIE-S2A. Et donc l'IAT s'est retrouvé un peu en souffrance d'activité puisque l'aéronautique s'est arrêtée principalement avec la fin de la Sigma 4 qui elle aussi s'est arrêtée en 2005 et l'aéro auto est parti sur le GIE. Donc aujourd'hui, on a beaucoup diversifié et en fait, on arrive à fonctionner donc sur les quatre installations que je vais vous montrer par la suite. Et donc les domaines sont très variés, sûrement plus variés qu'à certaines époques. Donc aujourd'hui, on est évidemment beaucoup dans les moyens de transport, hein. C'est un peu disons le fond de fonctionnement de l'aérodynamique. Donc on est sur les transports automobiles encore un tout petit peu, mais c'est vraiment anecdotique aujourd'hui. Les transports routiers via la soufflerie aérothermique que je vais montrer ensuite. Le ferroviaire, alors là on est un peu je dirais en concurrence avec le CSTB de Nantes et on fait encore quelques essais, principalement de la résistance à l'avancement dans la soufflerie à veine longue que je vais vous montrer après. On fait aussi du véhicule militaire, plutôt les aspects thermiques. On refait pas mal d'aéronautique, alors basse vitesse aujourd'hui, puisqu'on n'a plus que des souffleries basse vitesse. Mais depuis 2 3 ans, on travaille très régulièrement avec Dassault qui nous occupe quand même très significativement, je vais dire, la soufflerie S10. On a collaboré aussi dans les dernières années avec MBDA sur des projets de missiles, Thales, Safran, et puis les avions civils hybrides aussi. Donc là, on est vraiment dans le bon domaine puisque c'est des avions basse vitesse. Donc on a travaillé avec Volt Aero, avec le projet d'avion à décollage vertical d'Ascendance. Et puis cette année, on devrait aussi travailler avec l'avion régional hybride de Aura Aero. Donc c'est deux entreprises, Ascendance et Aura, qui sont basées à Toulouse et Volt Aero qui est à Royan. Et puis en militaire, on travaille aussi avec des filiales de Thales, par exemple, sur ce qui est munitions ou cibles aussi, ça nous arrive. Donc l'aéronautique et je dirais la défense, c'est un des gros sujets aujourd'hui pour nous. Et puis, comme je disais, les systèmes de propulsion éolien pour navires marchands. Donc ça, je dirais, c'est vraiment le deuxième grosse activité pour la soufflerie S10, qui est l'installation qui est utilisée principalement à l'IAT aujourd'hui. Donc tout ce qui est aile, en fait, pour bateaux de marine marchande, mais il y a beaucoup de systèmes différents qui sont développés. Alors ça peut être des ailes souples, des ailes rigides, des ailes actives avec des systèmes
aspiration de couche limite, des rotors Flettner, donc des cylindres qui tournent sur eux-mêmes. Donc ça nous donne pas mal d'essais à faire, soit directement avec les porteurs en fait de projets. Et ça peut être des. Alors on a travaillé, je pense, avec quasiment tous les porteurs français, entreprises qui développent des systèmes français, sauf ce qui est cerf-volant. Et puis on travaille aussi avec des étrangers, des Finlandais, des Espagnols, j'espère des Anglais bientôt, sur des systèmes comme ça de propulsion. Et après, je dirais l'autre grosse branche, le troisième jambe, si on peut parler de jambes, c'est le sport de haut niveau. Un peu grâce au JO, donc on a redémarré beaucoup de collaborations avec la Fédération française de cyclisme. Et donc on a travaillé sur les tenues, par exemple, pour les JO, un peu valider le matériel. Aujourd'hui, on est un peu leur soufflerie d'entraînement, je dirais, pour la recherche de position aérodynamique pour tout ce qui est piste et contre la montre. Euh, on a travaillé aussi avec la Fédération française d'aviron, la Fédération française de triathlon, la Fédération française de voile, sur tout ce qui est embarcation légère, donc les kites, les planches, le catamaran. Bientôt, on va travailler sur le bobsleigh pour les JO d'hiver. Donc ça, c'est une grosse activité qu'on a localisée plutôt dans la soufflerie S4, que je vais vous montrer après. Et puis après, bon, on fait toujours un peu d'essais, je dirais un peu tout domaine dans le génie civil, mobilier urbain. On est sollicité quelquefois par des éoliennes, mais c'est un peu plus rare. Euh, donc c'est très très varié en fait. Et donc là, la suite, c'est que je vais vous présenter en fait les dernières installations et celles qui sont toujours utilisées aujourd'hui, un peu de la même manière que j'avais fait pour les premières qui, elles, sont à l'arrêt. Alors, ah oui, non, pardon, j'avais quelques autres planches intermédiaires. Donc, aujourd'hui, c'est une image vraiment instantanée. Donc, on est 16 personnes en fait à l'IAT. Donc, pour ceux qui ont connu l'IAT jusqu'aux années 90, où je pense que avec Renault, il y a dû y avoir jusqu'à peut-être 80 personnes sur site. Ben, aujourd'hui, on n'est plus beaucoup. Donc, on est tous des agents du CNAM. Donc, il y a des statuts un peu divers et variés, des fonctionnaires, des contractuels en CDI, des contractuels en CDD, des gens qui sont sur le budget propre de l'IAT, d'autres qui sont en fait financés par des contrats. Donc, on est surtout des ingénieurs et techniciens. Euh, donc, on a les équipes d'essai. Donc, aujourd'hui, en gros, c'est 6 personnes qui sont, disons, en permanence sur les essais. Et puis, on a 6 autres personnes techniques qui sont plutôt sur le support informatique, bureau d'études, atelier électronique, métrologie, c'est principalement les balances, la maintenance, évidemment aussi des installations. Et puis, j'ai mis une petite photo pour illustrer. Donc, c'était l'équipe d'essai pour l'essai de l'avion d'ascendance. Donc, c'est un essai qui a été fait en 2021, si je ne me trompe pas. Donc c'était une maquette complète qui pouvait être en version motorisée. Je crois que sur la photo, c'est la version motorisée. Donc elle a huit fans en fait intégrés dans les voilures et 2 hélices propulsives. Et donc c'était une maquette motorisée, donc avec des petits moteurs électriques. Donc c'était pas une usine à gaz, c'était une usine électrique. Et donc d'un côté il y a l'équipe de l'IAT et de l'autre côté l'équipe d'ascendance. Alors là, je pars sur les installations actuelles. Donc, il y a la soufflerie qu'on appelle la veine longue, donc, ou SVL pour les initiales. Donc, c'est une soufflerie qui date de 1972, qui a été financée par la SNCF à l'époque pour, je pense que c'était le TGV, principalement le but, et donc la résistance à l'avancement du TGV. Alors, elle a plusieurs possibilités de configuration du sol, en fait. Donc, au sol, aujourd'hui, il y a un tapis roulant qui est intégré dans le sol et qui fait 6 mètres de longueur et puis 60 cm de largeur. Donc, comme on disait tout à l'heure par rapport au tapis roulant automobile, bah, là, c'est le même principe. C'est qu'on fait défiler le sol sous le train pour représenter en fait un train qui roule évidemment à proximité du sol. Alors sur le tapis, ben, on peut pas mettre de rail par contre. Donc la différence par rapport au vrai train, c'est que nous, on n'a pas de rail.
mais on a quand même le sol qui défile à la même vitesse que le vent. Alors là, on voit un monteur qui est en train d'installer une maquette de train. Donc, la mesure principale, évidemment, là, c'est le SCX du train, en fait, de chaque véhicule. Et puis après, on peut faire varier les configurations, principalement de toiture, avec les blocs de clim, etc., les pantographes, etc. Et après, l'autre idée de la veine, c'est une veine donc, qui fait 15 mètres de long. Et donc, elle peut être utilisée pour développer des couches limites, donc de type couche limite atmosphérique, évidemment à une échelle réduite. Donc, elle a été utilisée dans le passé pour des essais donc type génie civil sur des bâtiments principalement. Donc là, on parle d'échelles qui sont plutôt de l'ordre du centième, donc des maquettes réduites de bâtiments qui ont été faites ici. Et puis, bah, c'est un peu le réveil de cette activité. Donc, on a un essai cette année prévu dans cette soufflerie de ce type-là, de couche limite. Donc, c'est une soufflerie aujourd'hui qui est en activité et dont j'ai réussi à avoir un budget aussi de développement. Donc ça, j'en parle un peu à la fin. Deuxième grosse installation, donc c'est la soufflerie S4. Donc c'est l'ancienne soufflerie automobile, la première soufflerie automobile de l'IAT et d'ailleurs de France probablement. Donc c'était un cofinancement Renault-Peugeot et CNAM à l'époque. Donc c'est une grosse veine d'essai qui fait 5 mètres de large, 3 mètres de haut et 10 mètres de long. Et principalement, en fait, elle a une balance qui est intégrée dans le sol avec, en plus, la balance est sur un plateau tournant. Donc, on peut mesurer tous les efforts aéros sur la voiture et en même temps, éventuellement, mettre la voiture en dérapage par rapport au vent. Et la particularité de cette soufflerie, donc c'est une soufflerie avec retour, mais comme elle a été construite dans le bâtiment historique de l'IAT, en fait, ce qui était l'ancien atelier, euh, elle est très compacte et elle a été faite avec deux retours symétriques en fait. Donc la veine d'essai est un peu construite comme un tunnel à l'intérieur du bâtiment. Et l'air, le retour de l'air c'est alimenté par deux ventilateurs qui sont symétriques. Mais l'air peut passer plus ou moins au-dessus de la veine en fait, qui évidemment est étanche, hein. Et donc, il y a une grande entrée d'air qui, elle, a été construite dans le grand hall, en fait, à l'arrière de la soufflerie S1. Donc, le volume d'air utilisable, entre guillemets, par la soufflerie S1 a été réduit dans les années 70 par la construction de la soufflerie S4. Et en fait, cette partie de chambre de tranquillisation de la S4 a été endommagée pendant l'incendie, mais aujourd'hui réparée. Par contre, il y avait un échangeur thermique qui permettait de garder la température constante qui lui, n'a pas été réparé suite à l'incendie. En fait, l'échangeur qui est en aluminium avait craqué et donc il y a des fuites d'eau. Mais on l'utilise en fait pour le sport parce que d'abord elle est plus limitée en vitesse que l'autre soufflerie. Et comme elle était assez peu utilisée, en plus c'est très pratique pour le sport parce que le sport ça représente des petits essais très courts en fait de quelques heures maximum parce que les sportifs en général restent 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures maximum. Après ils n'arrivent plus à tenir les positions. Et donc c'est très compliqué à gérer le planning d'essai. Et l'autre gros avantage, c'est que comme elle est relativement compacte, c'est assez peu de volume d'air, on peut la chauffer. En fait, on a une chaudière à gaz qui chauffe l'air en fait. Donc on peut en toute saison avoir de l'air autour de 23-25 degrés maximum. Et pour les sportifs, c'est très appréciable parce que pour les pistards, par exemple, on monte à des vitesses jusqu'à 80 km/h et on a vite froid en fait sur un vélo avec juste la petite tenue. Donc là, pour illustrer, donc il y a le schéma de la soufflerie. Alors, ce qu'on comprend pas bien, c'est qu'il est dans le bâtiment historique. C'est pour ça qu'elle a cette forme un peu particulière. Et puis pour illustrer, j'ai mis donc une photo ancienne que j'ai obtenue par Renault, qui est en fait la première Formule 1 Renault. Donc c'est un essai de 78. Et la F1 est montée dans la soufflerie S4. Et puis sinon, les autres, c'est des photos très récentes. Donc en bas à gauche, c'est un kitesurfer. Donc c'est sur une plateforme qui permet de mesurer la traînée en fait du kitesurfer, qui nous a permis de travailler sur leur position, l'effet du matériel, les casques, les sacs, etc., les harnais, et la position des mains en fait sur la barre de pilotage du kite.
et aussi d'avoir des données en fait pour intégrer dans les programmes de simulation en fait de performance des kites ou des planches, parce qu'on a fait la même chose pour les planches et aussi pour les catamarans. Et puis l'autre photo, évidemment, bah, c'est un entraînement pour recherche de optimisation de position, disons, pour une des filles de l'équipe de France qui est la coachée par le responsable de la performance avec qui on travaille beaucoup. Il y a André Morin qui a levé la main pour une question. Ouais. Vas-y, André. Donc, je comprends que vous recevez des humains en chair et en os. Vous n'avez pas de, vous n'êtes pas forcé d'utiliser des mannequins. Non, alors non, mais par contre on a aussi deux mannequins, ouais. Alors les mannequins appartiennent à la fédération en fait, mais on a un mannequin fixe, disons, parce que lui il bouge pas les jambes. Et aujourd'hui, depuis un peu moins d'un an là, on a un nouveau mannequin qui lui pédale. Donc vous les trouverez en photo parce qu'il y a eu pas mal de communication pour montrer tout ce qui avait été fait pour les JO et les mannequins ont été pris en photo assez souvent, j'ai vu. Donc ils sont ressortis dans la presse régulièrement. Faut que j'avance un peu parce qu'il est déjà moins 20. Euh, donc troisième installation utilisée encore aujourd'hui, donc c'est la soufflerie aérothermique S6. Alors en fait, c'est pareil, il y a encore une grosse particularité de cette soufflerie, c'est qu'elle est dans un bâtiment rond, circulaire, parce qu'en fait, elle a été construite dans l'ancien manège. Donc le manège a été démonté. Par contre, le bassin d'eau est toujours existant, mais évidemment, il est couvert par un plancher, donc on ne le voit pas. Et donc, en plein milieu, en fait, de ce bâtiment a été construit un genre de souffleur, en fait. Donc, c'est une grosse veine d'essai qui peut être ajustée en largeur. Donc, elle peut faire jusqu'à 6 mètres de large et 6 mètres de haut. La hauteur est fixe. Elle a une longueur de 17 mètres. Et donc, on peut mettre un poids lourd, par exemple, à l'intérieur. Et il y a un mur de ventilateurs, de 27 ventilateurs qui soufflent, en fait, sur le véhicule. Et toute l'enceinte en fait du bâtiment est chauffée par une grosse chaudière à fuel. Et donc on peut monter la température jusqu'à 55 degrés. Et l'autre principal équipement, c'est donc un banc à rouleau qui est placé sous le plancher en fait de la veine. Le plancher est fait de poutres d'acier en fait. Donc on peut déplacer le banc à rouleau, on peut déplacer l'ouverture en fait du banc à rouleau qui sort en fait à la surface du plancher. Et donc on peut éventuellement poser un essieu avant ou un essieu arrière du véhicule sur le rouleau. Et donc le rouleau lui tourne jusqu'à 90 km/h il peut dissiper une puissance de 315 kW, donc la puissance quasiment d'un moteur de poids lourd. Et donc on peut tester un véhicule avec le moteur en charge. Donc il est vraiment installé avec ses propres roues sur le rouleau. Il est attaché avec des grosses chaînes et on démarre le moteur et on fait tourner les roues. Alors il y a toujours un pilote en fait dans le véhicule pendant les tests, si c'est des tests sur le moteur. Donc principalement c'est des tests système tests de refroidissement moteur par exemple, frein, habitacle, les climatisations. Parce que ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'on fait de l'ensoleillement artificiel. Alors, c'est pas de la lumière réelle, hein, c'est juste de l'infrarouge. Et on peut chauffer avec une puissance qui équivaut à la puissance maximale du soleil sur Terre. Donc, on a 1200 watts par mètre carré. Euh, on peut faire on a fait aussi des essais de tenue à la chaleur, par exemple de drones pour Thales récemment. Et puis, bah, on utilise sinon, d'une manière un peu plus anecdotique, en fait, cette installation par rapport à la taille de sa veine, en fait. Parce qu'une section de 6 mètres par 6 mètres, il n'y en a pas beaucoup. Même si la vitesse de vent est limitée, puisqu'on peut monter qu'à 60 km/h. En fait, c'était parfait pour des essais de planche à voile, par exemple, qu'on a fait pour les JO.
Alors, je passe à la photo suivante. Il y a quelques exemples. Alors, l'activité principale, normalement, c'est les véhicules militaires. Alors, j'ai mis la photo en haut à gauche. C'était une visite avec le département et puis les différentes entreprises des Yvelines, parce qu'aujourd'hui, on est un peu à la recherche potentiellement d'un budget de développement de l'installation, puisque aujourd'hui, malheureusement, elle ne répond plus tout à fait aux besoins, puisque on sait faire que de la température ambiante au chaud. Idéalement, il faudrait aussi faire du froid. On a un banc à rouleau qui est qu'un essieu, alors que la plupart des véhicules aujourd'hui sont 4x4, etc. Donc, on est en phase d'étude, disons, pour redévelopper l'installation. Sinon, il y a deux exemples en bas avec le char Leclerc et puis un drone. Et puis à droite, c'est justement un essai de planche à voile. Alors là, on a fabriqué une balance qu'on voit juste le haut de la balance en fait qui dépasse du plancher, sur lequel on a mis carrément la planche, la voile et le sportif. Et on a réussi en fait à faire des mesures de toutes les forces en fait, force et moment dans les trois directions. Et donc, c'est utilisé aujourd'hui par la fédération justement pour faire tout ce qui est simulation de course, de stratégie de course, etc. Mais c'est une utilisation un peu anecdotique. C'est pas une installation qui fonctionne très souvent. Et puis l'installation principale en fait qui est utilisée aujourd'hui à l'IAT, donc c'est la soufflerie S10, qui a été la deuxième soufflerie automobile construite en 1984, donc c'était un cofinancement Renault et CNAM. Et donc, c'est un peu la même veine d'essai, disons, que la S4, de même dimension, 5 mètres par 3 mètres par 10 mètres de long. Par contre, avec un circuit aérodynamique complètement nouveau. Alors, elle n'a pas été construite dans un bâtiment existant, mais elle est un bâtiment qui a été fait exprès. Donc, on a un circuit aérodynamique de la soufflerie beaucoup plus conventionnel. À part que lui aussi, du coup, il est avec un double retour symétrique. Je pense que ce concept a été gardé, ce qui est assez aussi particulier parce qu'il y a très peu de souffleries comme ça. La plupart des souffleries à retour, c'est un anneau simple. Je pense que ça donne un avantage pour l'accès en fait à la veine pour un véhicule, puisque du coup, il n'a pas à tourner à 90 degrés, il suffit de juste ouvrir la grosse porte du fond et on rentre directement en roulant avec le véhicule directement dans la veine en fait. Et donc les performances de la soufflerie, donc on peut monter jusqu'à 55 mètres secondes. On a comme la soufflerie S4 une balance de plancher, un plateau tournant, etc. Donc elle a un taux de contraction supérieur à la S4 puisque là le circuit a été construit exprès, donc le taux de turbulence aussi est plus bas. On a aussi la possibilité d'injecter de l'eau dans le vent, en fait, et pour tester en particulier tous les systèmes d'essuyage sur les véhicules. C'est un des derniers essais, je dirais, pour l'automobile qu'on fait encore à l'IAT. J'ai mis quelques photos d'illustration, alors des photos anciennes, encore données par les archives Renault. Donc la F1, ça doit être la Euro 50 de 84, celle-ci. Euh, la deuxième Mégane, je crois. Et puis en bas, j'ai mis la rampe d'injection d'eau, en fait. Donc là, pour les essais d'essuyage, on place en fait la voiture à la fin de la veine, entre la fin de la veine et le début du diffuseur, en fait, pour pas mouiller la balance. Et donc la rampe d'injection est placée à l'arrière de la balance. Et donc, il n'y a pas d'eau qui tombe vraiment dans la partie utile de la veine, je dirais, normale. Et après, j'ai mis une autre planche avec les essais aéronautiques alors récents. Donc l'avion Voltaero en haut à gauche, le Rafale à droite et l'avion Ascendance en bas. C'est aussi pour parler, donc on a des montages type aéronautique qu'on installe dans la veine. Donc on a un secteur porte d'art en jaune qu'on appelle la banane, dû sa forme et sa couleur, donc qui permet de faire varier l'incidence et le roulis. Et puis, comme il est placé sur le plateau tournant, bah, on peut aussi faire varier le dérapage. Donc, on est capable de faire les trois angles. Et puis, sinon, on a un mât en standard qui permet de faire de l'incidence et aussi du dérapage. Donc, en utilisant le plateau tournant, c'est sur le mât que sont montées là, la maquette Voltaero et Ascendance. Et puis, alors là, j'avais fait une petite planche pour finir. Alors,
On a, heureusement, j'ai montré beaucoup de photos anciennes, mais évidemment, on a de l'équipement, heureusement, tout à fait récent et je dirais ce qui se trouve dans la plupart des souffleries modernes aujourd'hui. Donc, on a eu l'avantage, avec toute l'histoire en fait de l'IAT, des différentes installations, d'avoir un stock de balance, de mesures de force énormes, notamment qui viennent de la soufflerie supersonique. Alors, ce sont plutôt des petites balances, mais justement, c'est souvent utilisé, notamment dans les trains, etc. On a beaucoup de capteurs de pression de différents types. On a un système de PIV, donc c'est la- de la mesure de vitesse dans l'air, dans l'écoulement, avec un laser et des caméras. On a tout un collection de sons de pression, de micro, d'accéléro, etc. On a ces montages aéronautiques dont j'ai déjà parlé. On a des robots qui nous permettent par exemple, d'explorer un volume avec des sondes. On a le banc tomographie. Alors, c'est la photo du bas. En fait, on fait des sondages dans l'écoulement. En fait, on mesure la pression d'arrêt. Donc, ça nous permet de remonter, en fait, aux pertes d'énergie, disons, dans l'air et d'explorer, en fait, les sillages des objets. Donc, c'est très utile, notamment là pour les ailes, parce qu'en fait, sur les bateaux, ils montent plusieurs ailes. Donc, ça nous permet de commencer à évaluer les problèmes d'interaction entre deux ailes. Et puis, on a un banc thermique aussi hérité de Renault, qu'on a aussi dans la soufflerie qui permettrait de tester des radiateurs. Donc, il y a beaucoup d'équipements divers et variés. En tout cas, on n'a pas grand-chose à envier à la plupart des souffleries. Et puis, on a d'autres petites installations sur le site qui est très grand. En fait, j'en ai pas parlé, mais aujourd'hui, pour les 16 personnes, on utilise 40 000 mètres carrés. Donc, c'est plutôt énorme. Donc, on a un petit souffleur très modulable qu'on utilise assez souvent, en fait, régulièrement, parce qu'il est très pratique. Il est dans une grande pièce. On peut mettre différents types de buses, donc on peut monter à des vitesses assez plus élevées que dans les souffleries. Par exemple, ou faire là, c'est la photo en haut à droite, c'était des effets de pluie en fait sur un tube de pitot pour safran. Et donc là, on utilisait un système laser pour mesurer la taille des gouttes, en fait, et de qualifier, en fait, le type de pluie et la quantité d'eau qui rentrait dans le pitot suivant les conditions de vent et de pluie. On a un labo de calibration de balance, on a un petit souffleur pour calibrer les sondes, etc. On a une menuiserie, on a un atelier, on a d'autres types de bancs d'essai. Donc là, j'ai mis juste un banc anéchoïque, mais on en a d'autres de petite taille. Et puis, en marge de l'activité type prestation, on a quelques projets de recherche et des projets aussi de financement pour des développements plutôt de systèmes de mesure ou d'essais. Donc, ça, j'ai listé un peu les projets, mais bon, c'est une liste qui n'a pas un grand intérêt, mais donc on arrive à financer pas mal d'équipements en fait via ces projets donc qui sont liés soit à l'ANR par exemple, l'Agence nationale de la recherche, l'Institut Carnot aussi finance des projets de développement. On a réussi à avoir un budget du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et puis via les projets de recherche qu'on avait par rapport au JO, par exemple, on a pas mal de budget d'investissement. Donc là, en ce moment, par exemple, les grands sujets, c'est sur le sport, on travaille toujours sur un couplage en fait des essais en soufflerie avec la possibilité de générer des jumeaux numériques en fait de l'athlète dans la soufflerie. Sinon, on travaille beaucoup sur le sujet de la turbulence parce que sur les propulseurs éoliens pour navires marchands, ils fonctionnent en fait sur l'océan, dans la couche limite atmosphérique au niveau de l'océan. Donc, c'est pas du tout des conditions d'air stabilisées comme dans une soufflerie. Donc, aujourd'hui, on se pose plutôt la question d'essayer de générer des conditions plus similaires en fait à l'environnement de ces systèmes-là pour voir l'impact sur leur performance en fait. Donc ça, c'est un des gros sujets. Et puis là, ensuite, un autre gros sujet, c'est l'interaction entre les différents systèmes quand ils sont sur un bateau et aussi l'interaction avec les superstructures du bateau. Et donc, il y a pas mal de sujets qui nous permettent d'obtenir des budgets et d'acheter de l'équipement. Donc, on continue toujours de travailler sur les moyens de mesure, sur les moyens d'essai, sur les programmes informatiques.
Donc on a été capable, par exemple pour Dassault, en fait, de réduire le temps d'essai pour des polaires d'avion divisé quasiment par 4 en fait depuis 2019 en faisant de l'acquisition en continu, etc. Euh, plus, plus dans le type de ce qui se fait aujourd'hui à Modane, à l'Onera. Et puis, j'avais mis une dernière planche. Bon, j'ai mis un tas de logos pour vous montrer qu'on travaille avec pas mal d'entreprises différentes. Alors, c'est des grands groupes, c'est des petits groupes, c'est dans la défense, l'aéronautique, l'automobile, propulsion éolienne, le sport, beaucoup, un peu de génie civil, etc. Voilà, j'ai accéléré un peu à la fin parce que je voyais que l'heure se rapprochait. Non, mais t'es juste dans les temps. On est Ouais, à 3 4 minutes de minutes. 20 heures. C'est super. Merci beaucoup, Claude. Bon, je pense que les questions ont été posées durant la présentation. Merci, Claude, pour cette présentation là qui nous a permis de revivre l'histoire de l'IAT et puis de découvrir pour certains les installations qui sont proposées à l'heure actuelle à la fois à la recherche et puis à l'industrie.